Joyau de l'Empire byzantin, Sainte-Sophie fut une basilique chrétienne, une mosquée, un musée. Symbole du mélange des cultures entre Orient et Occident, elle est le fruit de 1500 ans d'une histoire religieuse et politique mouvementée. L'actuelle Sainte-Sophie est en réalité la troisième version de la basilique, les deux précédentes ayant été détruites dans des incendies. La construction de l'édifice actuel est entamée en 532 sur le modèle du Panthéon romain. Justinien fit venir de partout les meilleurs ouvriers de son siècle sans épargner aucune dépense. La basilique devient un lieu central pour la chrétienté d'Orient qui s'affranchit progressivement de l'Église latine d'Occident. C'est le bâtiment le plus important de la chrétienté. C'est une église où se déroulaient bien entendu les grandes cérémonies des empereurs byzantins, aussi bien les mariages que les baptêmes, que les enterrements et bien entendu les intronisations. En 1204, la rivalité entre chrétiens d'Orient et d'Occident atteint son paroxysme lorsque la 4e croisade met à sac Constantinople. Sainte-Sophie est profanée par les croisés européens et dépouillée de ses ornements. En 1453, Constantinople est conquise par les Turcs. Sur ordre du sultan Mehmed II, la basilique est épargnée par les pillages. Elle est convertie en mosquée, comme d'autres églises partout sur le territoire. Les musulmans, lorsqu'ils conquéraient une ville, on ne détruisait pas les églises, on les transformait. Ce qui explique que des Sainte-Sophie, vous en avez plusieurs. Vous avez une Sainte-Sophie à Trabzon, une Sainte-Sophie à Iznik, une Sainte-Sophie à Thessalonique, en Grèce. Les musulmans, d'une part, n'avaient pas forcément les moyens, lorsqu'ils conquéraient une ville, de tout de suite construire un nouveau bâtiment. Et puis je pense aussi qu'il y avait une dimension sacrée qu'ils respectaient sur leurs ennemis. Un mihrab est aménagé pour indiquer la direction de la Mecque lors de la prière. Puis un minbar, d'où l'imam fait son sermon. Les mosaïques à fond d'or et les représentations humaines, prohibées par l'islam, sont recouvertes de chaux. Lieu de culte pour les fidèles, la mosquée est un passage obligé pour les visiteurs, les marchands et les curieux, qui y laissent parfois la trace de leur venue, comme ces graffitis vikings. J'avais découvert un graffiti révolutionnaire. Une société secrète révolutionnaire s'était constituée à Constantinople au moment donc de la Révolution française et certains jacobins avaient l'habitude de se réunir à Sainte-Sophie. Le 14 prairial en deux, la République une et indivisible, et ils avaient ajouté leur nom en dessous de ce graffiti. Sainte-Sophie, rebaptisée Hagia Sophia, reste un lieu stratégique pour le sultan qui réside dans le palais de Topkapı, construit tout près de la mosquée. Jusqu'au XIXe siècle, il traverse la foule le vendredi pour se rendre à la mosquée. C'est la cérémonie du Selamlik. C'était une façon pour lui de montrer au peuple qu'il était encore vivant. La population, bien entendu, venait crier son immense admiration pour le sultan et envoyer des requêtes au sultan qui étaient ramassées par ses gardes. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est démantelé. En 1923, Atatürk est élu président de la République de Turquie. Il lance un grand mouvement de modernisation et de laïcisation du pays. Il offre à l'humanité Sainte-Sophie et la transforme en musée. Les panneaux à la gloire d'Allah sont retirés, des mosaïques chrétiennes sont redécouvertes. Mais l'édifice, entré à l'UNESCO, est fragilisé par l'activité sismique de la région. Il requiert un entretien constant et des restaurations fréquentes. Au lieu du tourisme turc, le musée attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Mais la laïcisation de l'édifice n'a jamais été acceptée par les milieux islamistes qui veulent entretenir le roman national ottoman.